Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des private equity. Donc, on va parler des investissements sur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Comment c'est possible de faire ça, d'investir sur des petites sociétés pour profiter les gros potentiels sur le long terme. Ces lives-là, c'est les lives numéro 60. Ça fait plaisir d'être ici avec vous à plus d'un an, à chaque mardi à 20h avec un nouveau sujet des finances. Je vais voir qui est là sur les chats. Allez. J'actualise, je vois que Franck il est là, Tommy aussi, bonsoir, Mansour, Eduardo, Loïc, Jean-Olivier, Ali, Frédéric, Sébastien, Mustapha, Stéphane, Ibarra, Luc, bonsoir tout le monde et tout le monde qui va arriver ici après. On a commencé à 2 minutes en avance, juste pour déjà commencer à faire l'introduction au sujet, parce qu'on a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Je pense que les sons et la vidéo sont OK pour tout le monde, donc on avance. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis brésilien, ingénieur, analyste financier, spécialiste sur les marchés des small cap, des petites sociétés cotées dans la bourse et sur la gestion des patrimoines. Cette chaîne elle a été faite justement pour les investisseurs de long terme, pour montrer que l'investissement de long terme, c'est la chose la plus facile que vous pouvez faire en termes d'investissement, en diminuant les risques et augmentant les potentiels de long terme. À chaque mardi à 20h, je suis ici avec un nouveau sujet des finances. Donc, programmez-vous. Cliquez sur les liens disponibles dans la description de la vidéo. Vous pouvez entrer dans mon groupe WhatsApp et comme ça, vous pouvez recevoir les notifications. OK? Ces lives-là, il restera disponible sur la chaîne YouTube pendant une semaine. Après une semaine, ces lives-là, il va disparaître. Parmi les 60 que j'ai déjà fait, la majorité sont encore disponibles sur la chaîne, mais il y a quelques lives que j'enlève de la chaîne et je mets à disposition de mes élèves de la formation parce que ce sont des sujets où il y a des changements, il y a des nouvelles opportunités, il y a des fonds d'investissement qui vont rentrer dans les marchés. Donc, ce sont des sujets qui ont besoin d'être actualisés aussi. Okay? Donc, profitez bien les contenus. N'oubliez pas que les liens de préinscription pour ma formation d'investissement est dans la description de la vidéo. Mon suivi des portefeuilles, si vous voulez savoir sur quelle société j'ai investi, les liens dans la description de la vidéo. Il suffit de faire l'inscription pour avoir accès à mon portefeuille des small cap américaines et mon portefeuille à dividendes disponible dans les PA avec des sociétés éligibles au PA. Ça marche? Vous avez aussi mon lien de mon Instagram, mon Telegram, les liens les plus utiles possibles, aussi de mon site avec l'onglet disponible de téléchargement où vous pouvez télécharger beaucoup d'outils de finances et d'investissement. Ça marche? Allez, merci Sophie, son et vidéo sont OK, donc on peut commencer. Allez, Laurent, c'est moi qui te remercie d'être là. C'est pas tout le monde qui est prêt à passer quelques minutes de la semaine pour apprendre un nouveau sujet des finances, donc je vous remercie de votre présence. Ça fait énormément plaisir. Ça va bien? François, tu as un problème avec les sons ou ça va? Sophie a dit que son et vidéo sont OK. Si tout se passe bien, on commence les sujets. Ça va? Je ne sais pas si François a un problème avec les sons, mais est-ce que les autres, ça va ou ça va pas? Est-ce que c'est propre? Je vais vérifier avec mon portable. On commence les sujets. Pour moi, quand j'ai vérifié avec mon portable, ça marche bien. Allez, si vous avez des problèmes, il suffit d'écrire sur les chats. Tous les 2 ou 3 minutes, je vais regarder et donc je peux agir dessus si on a un problème. On va commencer. Donc, les private equity, c'est l'investissement dans les non-cotés. Déjà, il faut savoir que les sociétés, pour augmenter sa taille, pour faire des investissements, etc., ils ont plusieurs possibilités. Et puis, par exemple, si vous êtes propriétaire d'une petite société et vous avez besoin de grandir les business, si vous voyez que c'est possible d'augmenter, d'avoir de la croissance, etc., vous pouvez emprunter de l'argent de la banque. Mais le mauvais côté de ça, c'est que les intérêts sont assez élevés. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires et de résultats nets, vous avez besoin d'emprunter encore plus, ou sinon ça va être compliqué de payer la dette. Vous pouvez aussi chercher un nouveau partenaire, mais comme ça, vous allez donner un pourcentage de la société à une seule personne, ou sinon un groupe de personnes. Et l'investissement, si la société décide d'être cotée en bourse, là, elle va partager un pourcentage de la société avec beaucoup d'investisseurs.
Là, c'est un gros avantage parce que cet argent va rentrer dans la trésorerie de la société. Elle peut commencer à utiliser cet argent pour faire des réinvestissements. Mais là, la personne n'a pas besoin de trouver un partenaire parce que la société côté en bourse, elle est partagée avec des milliers de personnes. Chaque personne qui achète une action, elle est déjà partenaire de la société. Dans les private equity, les sociétés ne sont pas cotées, donc les sociétés sont fermées. C'est comme investir dans une société qui n'est pas disponible pour tout le monde, mais seulement des investisseurs, on va dire spéciaux, sont en fait éligibles. Donc ça veut dire que seulement quelques investisseurs, normalement des fonds d'investissement, des fonds qui ont beaucoup d'argent, vont chercher les propriétaires des petites sociétés pour faire une offre, pour commencer à devenir partenaire de long terme. Donc, alors, des gains élevés car on arrive tôt, ça veut dire si on va investir sur des sociétés qui ne sont même pas encore cotées, ok, parce que dans ma chaîne, je parle beaucoup des small cap, micro cap, des sociétés qui sont encore petites et on peut faire des investissements pour gagner beaucoup dans les futurs. Dans ces cas, dans les private equity, on peut trouver des sociétés qui sont encore plus petites. Donc, est-ce que les gains il est encore plus élevé? Dans la majorité des recherches, vous allez trouver des graphiques comme celui-là qui montrent que l'indice Private Equity bat les S&P 500, bat les Nasdaq, bat les Russell 2000. Donc, a priori, c'est un type d'investissement qui rentabilise plus que les principaux indices de marché. C'est un peu logique étant donné que ce sont des petites sociétés. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir comme particulier, est-ce qu'on peut faire ce type d'investissement? Donc, sur ces lives, je vais vous présenter les avantages, les inconvénients, des choses que vous pouvez faire pour profiter de ces marchés aussi. Ou sinon, si vous voulez, si vous n'êtes pas éligible à ce type d'investissement pour une raison quelconque, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour avoir ce type de rentabilité? Donc, on va en fait questionner ces graphiques ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'objectif c'est de vous présenter un guide et un guide ça montre les avantages, les inconvénients. C'est pas une vidéo des ventes de private equity. J'ai aucun partenariat avec des fonds, des sociétés, des assurances vie. Donc c'est vraiment mon opinion et ce que je voulais avec mes recherches, lecture des articles, etc. Ça donnait beaucoup de travail pour faire ces lives. Je voulais trouver quelque chose d'accessible pour les particuliers qui donne une bonne rentabilité, que tout soit clair. Donc vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance ce que j'ai trouvé. Mais tout d'abord, un peu des sémantiques en fait. Private, c'est privé, donc ça veut dire que c'est non coté dans la traduction vers la finance. Donc private equity, c'est les capitales privées. Donc ça veut dire qu'on va faire des investissements sur les capitales privées, sur une société qui n'est pas encore cotée, qui donc c'est pas disponible et éligible pour les publics en mode général. Ok. Donc, comment ça fonctionne les private equity, les fonctionnements? Donc, c'est très simple. On va avoir beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés à faire des investissements sur une petite société qui normalement est privée. Donc, on va chercher un private equity firm, donc ça veut dire un fonds d'investissement. Normalement, on va faire ça. Donc, on va tous envoyer de l'argent vers un fonds d'investissement et les gérants de fonds d'investissement vont investir sur des sociétés. C'est la même chose avec un fonds d'investissement classique, une bourse, sauf que les fonds d'investissement classiques de la bourse, les managements, les gérants, ils vont chercher des sociétés cotées qui sont disponibles dans la bourse. Dans un fonds private equity, il va chercher des sociétés qui ne sont pas encore cotées. Donc, c'est la même chose. Un ensemble d'investisseurs va envoyer de l'argent vers la société d'investissement, qui dans ce cas, c'est les fonds d'investissement, et les fonds vont choisir les meilleures sociétés. Donc, ça veut dire que dans ces cas, on va déléguer l'investissement à une équipe, à un analyste, à un gérant. Okay? Et comment on peut gagner de l'argent? On va faire un investissement, on va attendre quelques années, on attend que quelques sociétés, ou sinon il y a une pépite parmi les petites sociétés qui va exploser. Les fonds d'investissement qui est rentré très tôt, il a acheté une petite partie de la société quand elle était encore petite, il va atteindre la croissance de cette société. Et dans les futurs, après quelques années, ils vont vendre la société beaucoup plus cher et donc cette plus-value, il va distribuer vers les investisseurs. Ok? Est-ce que c'est bon pour l'instant? Son et vidéo sont OK, merci. Michael est arrivé, François, Pascal, Mika, ça fait plaisir de te voir ici. Guillaume, Gilles, hello, hello. Allez, donc ça, c'est les fonctionnements du fonds d'investissement, d'un fonds private equity. Donc ici, c'est les fonctionnements un peu plus détaillés, juste pour vous montrer en fait, ici, les private equity en bleu clair. En fait, ça se divise en bleu foncé, les financial sponsors, les managements et les GP. En fait, cette partie ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un management.
les gens qui sont responsables vraiment pour choisir les actifs, analyser les petites sociétés. Il y a une partie qui fait la partie bureaucratique en fait, qui fait aussi la partie administrative, ok? Et normalement, dans cette partie-là, donc on peut diviser sur deux catégories et on appelle ça des financial sponsors. Mais c'est la même chose, les investisseurs vont envoyer de l'argent vers les private equity funds, donc les fonds, et les fonds vont choisir en fait les sociétés. Évidemment, on a une équipe pour sélectionner les sociétés, on a une équipe qui va faire la partie bureaucratique, etc. Une autre partie de la société, en fait, des employés vont chercher à faire du marketing, du fonds, etc. Donc tout ça, il a des frais. Donc évidemment, on délègue les investissements et pour ça, on a des frais. Ok, on a vu comment ça fonctionne. Donc la partie bureaucratique d'un fonds, comment ça fonctionne de l'investisseur vers les fonds, comment les fonds vont sélectionner les sociétés. Maintenant, c'est expliqué ici, les critères d'investissement. Évidemment que ce n'est pas que ça et ce n'est pas toujours ça. Il y a beaucoup de nuances ici parce qu'on parle des investissements privés. Donc, ça reste un peu caché quand même, les variables pour choisir les sociétés. Mais il y a quelque chose de logique où qui en fait la majorité des fonds d'investissement vont mettre en place. Par exemple, avoir une équipe de gestion autonome. Si je vais faire un investissement sur une petite société, il faut qu'au moins les gens qui travaillent là-bas déjà, qui sont dans la société, il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils savent vraiment comment ça fonctionne les business de la société et qu'ils peuvent en fait commencer à grandir les sociétés avec l'argent qui va arriver, avec les opinions qui vont arriver, avec en fait un peu de coaching, mais il faut que ça soit autonome. L'EBITDA, ça veut dire tous les gains de la société avant de payer les impôts, l'amortisation des prestations, avant de payer quelques intérêts aussi. Il faut que ça soit au moins 3 millions de dollars. Ça s'est cassé en fait sur les dernières années. Il y a des sociétés qui reçoivent des investissements qui sont plus petits que 3 millions de dollars, mais par définition, les investissements sur des startups et des sociétés privées commencent à partir des 3 millions de dollars. Okay? Donc, ça veut dire que les fonds d'investissement vont investir 3 millions de dollars minimum. Les particuliers ou les autres investisseurs vont investir moins parce qu'ils vont partager en fait cet investissement. Il faut avoir un flux de trésorerie positif. Ça, c'est très complexe. On sait très bien comme des sociétés comme Uber a passé longtemps avec des résultats négatifs et a reçu des investissements. Mais normalement, la société avec des résultats négatifs reçoit des investissements quand le business il est prometteur, quand vraiment les investisseurs pensent qu'un jour ça va gagner beaucoup d'argent. Sinon, par définition, il faut que ça soit une société qui génère des résultats positifs. Il faut que la position soit défendable sur les marchés, donc ça veut dire que ça ne doit pas être trop facile de créer un concurrent et bouffer la petite société. Il faut que ça soit innovateur, il faut que ça ajoute vraiment de la valeur sur les marchés. Et évidemment, il faut avoir une stratégie de sortie viable. Est-ce qu'on peut acheter cette société plus petite qui est petite maintenant et la vendre beaucoup plus cher dans les futurs. Donc, ce sont les 5 critères que la majorité des fonds vont utiliser. Comme j'avais dit, ce n'est pas exclusivement ça et parfois, ce n'est même pas ça pour quelques fonds. Ils ne vont pas utiliser les mêmes critères. Mais voici, d'après des dizaines de recherches que j'ai faites pour les critères des fonds, c'est que j'ai pu résumer sur 5 critères. Et voici les critères. Donc, on peut appeler en fait les stages, les périodes de maturité d'une société. On dit startup, donc c'est tout au début d'une société. Ensuite, ils peuvent recevoir des angel investors, donc ça veut dire des investisseurs anges. Et du coup, c'est la période tout au début de la société, avant de la période de croissance. Quand la société est déjà un peu plus grande, on va appeler ça des périodes justement de growth, croissance. On a des venture capital, ensuite les private equity. Donc la majorité d'investissements sur les private equity sont faits ici, avant par exemple que la société ait une bourse. Ok? Donc, mais quelle c'est la règle, c'est ça? Ils vont investir sur des sociétés qui sont presque en train d'aller sur la bourse. Ce n'est pas la règle. Comme j'avais dit, il y a plusieurs fonds, ils sont spécialisés sur plusieurs tailles des sociétés aussi, sur plusieurs périodes de maturité des sociétés, mais dans la majorité des cas, c'est ça qu'on va trouver. IPO, c'est l'introduction des sociétés en bourse. Elle devient déjà assez grande et donc on va partager un pourcentage de cette société sur les marchés et on va recevoir cet investissement des acheteurs d'actions. Okay? C'est les premiers jours des négociations d'une action en bourse. On va appeler ça les IPO. Okay? Donc, ça veut dire qu'on veut faire des investissements ici
qui se passe avant l'introduction des sociétés en bourse. Ici, c'est la phase d'investissement d'un fonds d'investissement en private equity. Les 2 premières années, c'est la phase en fait qui vont injecter de l'argent, plutôt de l'argent. Ensuite, si la société entre 2 et 5 ans, ils vont faire en fait des partenariats, vont donner plutôt de coaching, des conseils. Ils peuvent ajouter des directeurs et des gens dans la société. Donc, les fonds d'investissement peuvent ajouter des personnes qui travaillent dans les fonds, dans les sociétés. Okay? Il y a des contrats qui font comme ça. Et normalement, entre 3 et 7 ans d'investissement, la société des private equity qui fait des investissements sur des petites sociétés va aider avec les managements, mais aussi ils vont faire ça avec plusieurs sociétés. Donc, ils vont améliorer les portefeuilles des sociétés disponibles dans les fonds d'investissement. Et évidemment, l'objectif à la fin, normalement après 8 ans, 10 ans, c'est la sortie. Ça veut dire vendre la société beaucoup plus cher qu'elle était achetée. Mais vendre pour qui? Pour des autres investisseurs, pour des autres fonds, pour des fonds d'investissement en actions, pour un concurrent qui est géant. Donc, ça peut beaucoup changer. Mais l'objectif, c'est d'acheter petit et vendre très grand. Okay? Ici, ça montre dans quelle phase les fonds d'investissement font des investissements sur les petites sociétés. Donc, sur la phase des croissances, okay, sur la phase des venture capital, c'est celle intermédiaire, ou sur la phase early stage venture capital, que c'est encore avant, quand la société est encore plus petite. Vous allez voir que c'est assez équilibré, mais avec une tendance sur les dernières années d'investir sur cette phase ici, des venture capital. Okay? Donc, ils veulent chercher des sociétés qui viennent de sortir de la phase d'investisseur ange, qui reçoit quelques centaines de milliers d'euros par exemple, mais aussi avant l'intérêt de beaucoup des fonds d'investissement en private equity. Donc, ça veut dire que la recherche maintenant, ça a diminué la taille des sociétés recherchées sur les dernières années, si vous voulez. OK. Maintenant, on a regardé qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement private equity, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les phases d'investissement, comment on gagne de l'argent, etc. Maintenant, on va parler des risques, des avantages et regarder cas par cas comment on peut investir dessus. Okay? J'avais dit au début du live que les sujets étaient un peu chargés aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à parler et à expliquer. Avant les lives, j'ai supprimé beaucoup de slides parce qu'on avait une présentation ici qui allait durer à 2 heures et quelques. Donc, j'ai diminué, j'ai essayé de résumer aussi, de concentrer les choses qui sont plus importantes. Si vous voulez un peu plus de détails aussi par rapport à quelques parties de cette présentation, il suffit de laisser sur les chats ou sur les commentaires. Une fois que je termine les lives, les commentaires sera disponible et vous pouvez juste demander des choses. Ah, mais telle partie, c'était super intéressant. Peut-être il faut aller un peu plus loin. On va considérer ça. OK? Bonsoir à tout le monde qui est arrivé ici un peu plus tard. Allez, donc quels sont les risques? Déjà, les risques de liquidité, donc ça veut dire c'est difficile à négocier. Normalement, les fonds sont clôturés et l'horizon d'investissement, c'est de hyper long terme. Ah, Michael, mais tu parles d'investissement de long terme. Pourquoi tu dis que ça, c'est en fait un risque? Parce que là, quand tu as un horizon de long terme, mais tu ne peux pas retirer de l'argent, les risques augmentent énormément. Dans la bourse, on a un investissement de long terme. Mais si on veut retirer de l'argent demain ou après-demain ou le mois prochain, on a cette possibilité. Je ne sais pas, hein, peut-être, je sais pas, 1 ou 2 ou 3 personnes de la famille tombent gravement malades, ils ont besoin d'aide financière, etc. Vous allez utiliser la réserve d'urgence, la réserve d'opportunité, quand même vous avez besoin encore plus d'argent. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez retirer une partie des investissements s'il y a besoin vraiment d'un sujet des vies ou morts dans votre vie. Dans les cas des private equity, des sociétés qui sont encore privées, des fonds d'investissement, vous ne pouvez pas retirer l'argent, point barre. Vous signez un contrat. L'argent reste là-bas pendant 8 ans, 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans. Okay? C'est difficile à négocier parce que comme il reste fermé là-bas, vous ne pouvez rien faire. Et difficile à négocier aussi parce que c'est pas évident pour un particulier avoir accès à ce type d'investissement. On verra ça en détail. Il y a quelques fonds qui sont clôturés aussi. Il y a des fonds avec une bonne rentabilité. Vous dites, OK, je vais placer de mon argent dessus. Mais vous ne pouvez pas. Simplement parce qu'il est fermé. Il était disponible par exemple en 2020 et il va être disponible à nouveau en 2030 ou en 2026. Ça arrive aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester attentif sur les offres des fonds de private equity. Donc, illiquidité. La liquidité financière, c'est la capacité de transformer un actif sur un autre actif.
Donc, transformer en action en argent, c'est facile. Il suffit de vendre dans 1 ou 2 jours maximum, l'argent tombe dans les comptes bancaires. Okay? Mais dans les cas des private equity, la liquidité est presque zéro parce que vous ne pouvez pas juste vendre et recevoir l'argent au lendemain sur votre compte bancaire. L'horizon d'investissement, comme je vais expliquer, dans ces cas, c'est négatif parce que, ok, les longs termes, on sait très bien que les sociétés vont se multiplier par plusieurs fois, c'est vraiment sur les longs termes, mais l'effet, les mélanges d'illiquidité avec l'horizon, ça en fait augmente énormément les risques de l'investisseur. Okay? Et la perte de capital, évidemment, si on fait des investissements, et surtout si vous faites des mauvais investissements, vous pouvez perdre du capital. On a déjà fait plusieurs lives ici qui expliquent qu'à long terme, la bourse, la possibilité des pertes est presque zéro sur les hyper long termes si vous avez un portefeuille bien équilibré et diversifié. Sur des périodes de 12 ans, 15 ans, c'est presque zéro la probabilité de perdre, même avec plusieurs crises à la moitié du schéma d'investisseur. Mais il faut parler de ça. Sur les private equity, on a aussi les risques de perte de capital. Donc, l'investisseur compte sur la capacité du gérant. Donc, par exemple, si vous êtes habitué à faire des investissements par soi-même, dans ces cas, c'est même pas votre faute de perdre de l'argent. C'est la faute du gérant. Et vous avez signé un contrat. Vous ne pouvez rien faire. Les micro-sociétés peuvent avoir des performances faibles. Dans la majorité des cas, les startups ne vont pas réussir. Donc ici, on parle en fait d'une centaine de sociétés private equity. Il y a 3 ou 4 qui vont exploser, mais la majorité ne va pas réussir ou vont rester pour toujours des sociétés de taille petite. C'est pour ça que les fonds d'investissement ont un travail des spécialistes, d'analystes financiers, des gérants qui vont chercher ailleurs et voir les meilleures opportunités. Il n'y a aucune possibilité de choisir ses propres investissements, donc choisir. Ou sinon, il y a juste un peu de possibilités car vous pouvez choisir les fonds qui vont faire l'investissement. Mais les investissements, la société achetée par les fonds private equity, vous ne pouvez pas choisir. Il a la difficulté. C'est quoi la difficulté? Beaucoup de fonds sont fermés, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est aussi une difficulté d'investir dessus. Les frais sont hyper élevés. Donc 2,5% minimum par an par rapport aux montants total investis. Donc ça veut dire que si vous faites un investissement de 10 000, par exemple, vous allez payer 300 euros, 250 euros par an juste des frais. Et sans compter encore les frais de surperformance. S'ils arrivent à battre les indices des références, s'ils arrivent à performer mieux que les marchés, ils vont prendre quand même un peu de la rentabilité que vous avez gagnée de plus que les marchés. Ils vont prendre chez eux ça. C'est en fait la prime des surperformances. Donc, ils vont être payés pour avoir... Comment on peut résumer ça? Ils vont gagner encore sur la surperformance qu'ils ont fait. C'est comme si on paye une petite prime car ils ont battu les marchés. Okay? Et les montants élevés demandés lors de l'investissement. Vous allez voir ici que c'est complexe pour un particulier de faire d'investissement de moins de 10 000 euros ou sinon minimum 1 000 euros pour commencer. Par définition, c'est 1 000 euros pour commencer. Il y a des sites de finances qui proposent des private equity à 50 euros, 100 euros, des 100 euros, etc. Mais ce ne sont pas les principaux sites et fonds d'investissement de marché. Bon, des avantages, potentiel élevé, on a déjà vu ça, des petites sociétés ont un potentiel élevé, possibilité d'avoir une rentabilité élevée sur le long terme, diversification sur une nouvelle classe d'actifs, ça c'est important, et la demande d'un capital d'investissement plus élevé, ça c'est un avantage. Ça c'est un inconvénient, en même temps c'est un avantage avec la demande d'un capital plus élevé, car ça va vous obliger d'épargner un peu plus et laisser l'argent là-bas si vous êtes intéressé à faire un investissement private equity. Comme vous voyez dans la finance, les choses ne sont pas noires ou blancs. Parfois, il y a des choses grises à la moitié. C'est que c'est un avantage pour quelqu'un, ça peut être un inconvénient pour un autre investisseur. Bon, comment investir dessus? On a 3 manières principales d'investir dessus. Avec des fonds d'investissement, avec un ETF disponible dans les marchés et avec des sociétés cotées. On va commencer l'analyse dans les sens inverse. On verra les sociétés cotées, après les ETF et les derniers points qu'on va analyser ensemble, c'est les fonds d'investissement. Quels sont les principaux fonds, comment les trouver? Ça marche? Donc normalement, c'est ça qu'on a pour investir sur les sociétés de private equity. Je vais juste actualiser ici. Tac. Juste gorgée d'eau. Allez, on avance.
Donc ici, c'est juste une recherche qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils ont demandé aux gens de citer 3 sociétés d'investissement en private equity, d'investissement privé, et la majorité simplement a répondu je ne connais pas. Et donc ensuite, il y a certains qui ont répondu BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, Charles Schwab, Vanguard, etc. Donc la majorité des gens ne savent même pas que ça existe de private equity. Et ici, la liste des top 10 des sociétés mondiales de private equity. Là, après les lives, vous pouvez revenir sur cette partie-là. Sinon, vous pouvez prendre une photo maintenant avec les noms des principales sociétés si vous voulez. Je ne vais pas analyser une par une. Je vais vous présenter les principales et surtout celles qui sont cotées en bourse. Parce que l'objectif, comme j'avais dit, on va étudier les fonds d'investissement, les ETF et les sociétés cotées. Il y a des sociétés cotées, des fonds qui sont en fait des sociétés cotées, qui vont investir sur des sociétés qui ne sont pas cotées. Ok? Donc, par exemple, faites attention. Ici, je parle des sociétés cotées. Imaginez, moi, j'ai la société Club des Valeurs. Imaginons que la société Club des Valeurs commence à être cotée en bourse. Tout le monde peut acheter des actions Club des Valeurs. Mais Club des Valeurs, il fait des investissements sur des sociétés privées. Et donc, ça veut dire que quelqu'un peut acheter les actions d'une société cotée, Club des Valeurs, qui fait des investissements privés. Et donc, si Club des Valeurs gagne de l'argent avec des sociétés privées, évidemment, cet argent-là va tomber sur la trésorerie de la société, les actions vont se valoriser et donc vous pouvez gagner de l'argent des sociétés privées indirectement avec nos sociétés cotées. Donc là, on passe par une couche en fait des plus. Là, on parle des sociétés cotées qui font des investissements sur des sociétés privées. Et donc, on parle des Blackstone, KKR, Carly Ray, TPG, Thomas, Vista, CVC. Bref, on va parler des principales. Blackstone, KKR, Carlyle et Apollo. Ici, vous avez les comparatifs avec l'S&P 500. Sur les 5 dernières années, les 4 sociétés affichées ici ont performé beaucoup mieux que l'S&P 500. Donc, ça veut dire que ces sociétés-là, qui font des investissements private equity et qui ont payé les acheter en bourse, étaient des bons investissements sur les dernières années. À part Carlyle qui a rentabilisé 44% contre 61% de S&P 500, les autres ont fait 191, 124 et 129% sur les 5 dernières années. Les mêmes comparatifs Paperly Russell 2000 qui n'a pas performé bien du tout sur les 5 dernières années. Vous avez encore les 4 sociétés ont battu l'indice Russell 2000 des petites sociétés sur les dernières années. Donc voilà, ce sont des astuces déjà, des noms que vous pouvez garder en tête pour analyser et voir si ça vous intéresse de faire un investissement. Blackstone, KKR, Carlyle et Apollo, ce sont des grandes sociétés qui vaut des milliards de dollars qui font des investissements sur des petites sociétés. Et comment ils vont gagner de l'argent? Ils vont acheter des petites sociétés privées et ensuite, après quelques années, ils vont vendre ces sociétés pour un autre fonds, pour une autre société, pour un concurrent. Ils vont vendre beaucoup plus cher. Donc, cette différence, cette plus-value, ils vont empocher et donc c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Et donc, si la société gagne de l'argent, il y a encore plus d'argent dans la trésorerie. Donc, ça veut dire que la société a la tendance de se valoriser en bourse. Parce qu'à long terme, les cours des actions, combien vaut l'action dans la bourse, va suivre les résultats. À court terme, ça peut y avoir en fait des spéculations, etc. Mais à long terme, les cours, ils suivent les vrais résultats des sociétés dans la majorité des cas. Okay? Donc ici, j'ai fait un filtre, pas sur un graphique des 5 ans, mais j'ai mis les maximums possibles qui étaient disponibles des données sur Google. Et donc, vous avez Blackstone a fait 204% depuis 2007. KKR a fait 531% depuis 2010. Et on a Apollo Global qui a fait 351% depuis 2011. Pour vous donner un ordre des grandeurs, juste Apollo qui a fait 351% a rentabilisé beaucoup plus que l'S&P 500 dans la même période. Okay? Donc ça, c'est une rentabilité assez importante. Ça donne environ 12% par an. Ça donnait une rentabilité plus élevée que les 8% de S&P 500 sur les long terme. Okay? Bon, en France, on a aussi une société qui s'appelle Altamir, qui c'est une petite société qui fait des investissements sur des sociétés privées. Entre 2000 et 2010, la performance était catastrophique, mais depuis 2009, là, la courbe elle est belle. Hein. Vous avez ici une progression assez importante. La société elle est partie d'environ 5 € et aujourd'hui elle est à 27.
Donc, une multiplication par plus de 5 fois. Et donc, vous avez une société cotée en bourse que vous pouvez l'ajouter dans les PA, par exemple, qui investit sur des sociétés qui ne sont pas cotées. Si vous allez sur le site d'Altamir, vous pouvez même cliquer sur Portfolio en haut, ensuite Diversified Portfolio, et ensuite vous allez voir la liste des petites sociétés qui ne sont pas cotées qui font des investissements dessus. Vous pouvez voir des autres partenaires, la précification des sociétés. Donc voilà, en France, sur le PA, vous avez une société spécialiste sur ces marchés. Vous avez ici une belle performance depuis 2009. Rien n'assure une performance future comme ça, mais voilà une possibilité d'investissement, un investissement indirect évidemment, hein, parce que c'est Altamir, il y a un problème de management, il y a une dette qui arrive d'un autre sujet. La société peut commencer à performer très mal dans la bourse, même si elle fait des bons investissements sur des petites sociétés privées. Donc n'oubliez pas, là nous sommes en train de parler de sociétés cotées, donc il y a une couche de plus. On achète une société boursière qui fait des investissements privés. Donc, on a besoin aussi que les managements de la société cotée soient bons, que les managements des portefeuilles privés soient bons aussi, qu'ils payent les impôts. Et donc, il y a une couche de plus avec des frais, etc. pour être rentable sur le long terme. Voilà, j'ai montré quelques noms de sociétés américaines qui font une bonne performance sur les dernières années et une petite société française éligible au PEA. Okay? Si c'est de votre intérêt, sur un autre live, je peux faire dédier un live qui est à l'analyse des sociétés qui font des investissements privés en bourse. Si j'allais ajouter ça aujourd'hui, on allait faire un live de 3 heures et vous n'allez pas faire attention après 3 heures. Je ne vais pas avoir des voix après 1h30, donc on peut laisser ça pour un autre jour. Si c'est de votre intérêt, vous commentez les chats ou vous laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, donc ici, quand vous investissez sur une société cotée, vos gains sont proportionnels à sa capacité de générer de l'argent. Donc, c'est la capacité de la société cotée de générer de l'argent. Et pour ça, elle doit bien acheter et bien vendre plus cher les sociétés privées. Donc, une société cotée spécialiste sur les private equity, ce n'est pas la même chose qu'investir sur les private equity. Je vais répéter. Acheter une société en bourse qui fait des investissements sur les private equity, ce n'est pas les private equity purs. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est une façon d'investir quand même indirectement avec les private equity. Okay? Il y a des gens qui vont dire « Ouais, Michael, mais avec un fonds d'investissement, ce n'est pas quand même délégué à quelqu'un d'autre choisir. » Oui, mais on délègue à une équipe qui est indirecte, responsable pour choisir les sociétés. Une fois qu'on achète, par exemple, une société comme Blackstone, ils ont un secteur de la société qui font de private equity, ils peuvent avoir un autre secteur de la société qui fait, par exemple, un secteur bancaire, ils peuvent simplement commencer à fabriquer un autre produit. Rien ne peut nous assurer qu'ils ne vont pas changer les business au fur et à mesure que les années vont passer et rien ne nous assure que les chiffres d'affaires et les résultats nets viennent que de private equity. Là, il faut analyser cas par cas chaque société. Okay? Donc, je pense que ça, c'est assez clair. C'est possible de faire des investissements private equity en achetant une société cotée, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'acheter un fonds d'investissement. Okay? Il y a des avantages et inconvénients. On va arriver jusqu'à la partie des fonds d'investissement tout à l'heure. Il y a un ETF disponible chez iShares. C'est les iShares Listed Private Equity. Donc, vous avez les codes, c'est IPRV. Il a des frais de gestion de 0,75 par 1, mais la performance n'est pas assez bonne depuis 2009. Depuis 2009, en fait, il a fait 10% par 1. Depuis 2013, il a fait 9% par 1, pardon, 9,10% par 1. Mais depuis que cet ETF a été créé, il a fait 4. Mais vous voyez qu'il a été créé bien pendant la crise qu'on a eue en 2008. En 2007-2008 aux États-Unis, c'était la crise des subprimes. Donc, ce n'était pas la bonne période pour créer un ETF pour vérifier la performance des long terme. Mais si vous regardez sous les 10 dernières années, il a fait 9,10%. Évidemment que cet ETF n'est pas disponible chez PA, il est disponible seulement sur un compte classique d'investissement, sur un CTO. Qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Vous allez trouver les principales sociétés cotées des private equity du monde. Donc, Partners Group, Blackstone, Brookfield, Apollo Global, Harris. Donc, ça, c'est une façon d'acheter plusieurs sociétés qui font des investissements sur des sociétés privées. Comme ça, vous allez acheter beaucoup de sociétés privées indirectement parce que vous allez être propriétaire d'un ETF, un panier d'actions qui investit sur des sociétés cotées et chaque société cotée font des investissements
fait des investissements sur des sociétés privées. Donc ça, c'est une méthode pour déléguer, si vous voulez, les investissements de private equity. Ok? Et finalement, on arrive sur les fonds. Ok? Je vais voir si vous avez posé des questions. Luc, question posée très intéressante. Comment peut-on être sûr que les fonds d'investissement choisissent les bons critères pour obtenir la performance? Luc, normalement, les fonds d'investissement vont avoir une présentation PowerPoint très belle qui explique les critères qu'ils choisissent, mais dans la vraie vie, on fait confiance à la performance passée du gérant et on fait confiance à la méthodologie utilisée. Si quelqu'un a fait déjà 12, 13, 14, 15% par an après plusieurs années, donc ça veut dire que sa stratégie a la tendance de fonctionner. C'est pour ça qu'on doit éviter aussi les fonds qui sont à peu de temps dans les marchés. Peut-être c'est un très bon fonds qui va faire des très belles performances dans les futurs, mais comme on ne peut pas être sûr, c'est toujours mieux d'être sur un fonds qui est dans les marchés depuis longtemps. Ok? Bon. Quelles sont les possibilités des fonds? La majorité des fonds vont être des fonds comme Moonfare. Moonfare, c'est un fonds qui vous devez entrer sur leur site. Vous pouvez contacter en fait quelqu'un de leur équipe qui va discuter avec vous. Mais pour faire un investissement dessus, il faut avoir minimum 75 000 $. Ok? Ça, c'est pour les investisseurs américains. Ça peut changer pour un investisseur européen. Ça peut être un peu moins, mais ça peut être un peu plus cher. Donc, ça veut dire que pour rentrer dessus, il faut avoir ça disponible. On sait que la réalité de la majorité des personnes sont loin de ça. Donc, les meilleurs fonds du monde sont déjà fermés pour les investisseurs qui sont les plus riches. Comme ça, les fonds d'investissement peuvent se concentrer sur peu de sociétés privées qui vont acheter, car ils ont peu de clients à manager et expliquer, etc., à faire toute la partie bureaucratique. Normalement, les investisseurs qui ont payé plus d'argent pour laisser l'argent là-bas pendant 8 ans ou 10 ans, sont les clients qui vont donner moins de travail aussi, parce qu'ils vont laisser l'argent là-bas pendant 10 ans, ils ne vont pas avoir besoin de liquidité. Si on parle des particuliers, normalement les particuliers vont être un peu plus touchés par les cycles de marché, par les baisses de marché, et aussi peut-être avoir besoin de l'argent investi. Et on sait très bien que sur les fonds d'investissement, on ne peut pas retirer. Donc voilà mon fait pour ceux qui ont plus de 75 000 $ disponibles, pour ceux qui sont plus à l'aise financièrement, ou si un jour vous arrivez à avoir 75 000 $ disponibles, je vous recommande fortement de au moins contacter l'équipe de Moonfare. Moonfare, c'est un fonds d'investissement. En fait, c'est une plateforme, c'est une société qui possède plusieurs fonds d'investissement disponibles. Mais pour avoir accès et voir les noms de ces fonds d'investissement, vous avez besoin d'avoir un compte chez Moonfare. Si je ne me trompe pas, juste pour avoir les noms des meilleurs fonds disponibles chez eux, vous pouvez avoir un compte gratuit. Vous avez à disponibilité des noms des fonds d'investissement. La moyenne des fonds d'investissement disponibles sur Moonfare fait 19% de rentabilité par an depuis 1999. C'est une rentabilité beaucoup supérieure à celle de SP500 qui fait depuis 1999, qui fait en moyenne entre 6 et 8% par an sur les longs termes. Donc vraiment ici, on parle des rentabilités beaucoup plus élevées, potentiel, c'est pas assuré pour le futur, mais un potentiel plus élevé, aussi un risque plus élevé parce que les sociétés sont encore plus petites, on fait confiance à quelqu'un d'autre pour investir pour nous, on a aussi les critères d'illiquidité, l'argent reste clôturé là-bas pendant longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas 75 000 $ ou plus disponibles? On a les assurances vie en France. Donc en France, on peut acheter des fonds de private equity. Et la moyenne des fonds de private equity en France font 12,2% de rentabilité. On fait ça sur les 15 dernières années en considérant entre 2007 et 2021. Je n'ai pas trouvé les données jusqu'à 2023, mais voilà, l'étude elle était clôturée en 2021. Donc sur 15 ans d'investissement, 12,2% de rentabilité annualisée, c'est pas mal. Comment avoir accès si vous avez une assurance vie? Normalement, la majorité d'assurances vie vont avoir accès à des fonds private equity. Vous pouvez regarder Linksea, c'est normalement l'assurance vie que je recommande à tout le monde. Je ne gagne aucun centime de Linksea, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un qui travaille là-bas. Donc Linksea, c'est une bonne assurance vie, vous pouvez regarder des reviews
sur l'Internet, des autres investisseurs qui ont déjà utilisé. Normalement, les investisseurs qui ont des comptes chez Linksea, ils aiment bien. Et vous pouvez trouver des fonds d'investissement là-bas. C'est ça qu'on va regarder sur l'Internet maintenant et des choses que vous pouvez jeter un œil. Allez, je vais changer mon écran. Voilà, je pense que vous voyez bien mon écran maintenant, n'est-ce pas? Brody, je vais parler avant de fin du live sur les fonds BPI France, ok? Je ne vais pas oublier ta question. Donc ici, nous sommes sur les sites de Linksea. Vous pouvez investir avec des fonds IMO, OPVCM, ETF, acheter même quelques actions avec les supports Linksea Avenir 2. Ou vous pouvez chercher aussi les ISPIRT 2. Et vous avez ici donc la liste des private equity. Donc ils vont dire que la moyenne a fait 12,2%, etc. Mais vous voyez, ce qui m'a gêné après cette recherche approfondie des private equity, c'est de presque jamais trouver vraiment les informations claires, même par rapport à la performance. Ils ont jamais, je ne vais pas dire ils ont jamais, hein, parce que sinon je vais généraliser. Je ne vais pas généraliser parce que toujours il y a des bons professionnels et des bons fonds dans les marchés. Mais la majorité, si vous faites une petite recherche, ils vont montrer des performances et des rentabilités qui disent ça c'est la moyenne des private equity, ça c'est l'indice private equity. Mais ils ne vont pas montrer vraiment ces fonds private equity fait tel pourcentage. Et ça, à mon avis, ça manque un peu de transparence vers l'investisseur, surtout pour analyser la performance passée de certains fonds. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous rentrez sur ces liens ici, donc il suffit de taper sur Google hein, Linksea ISPIRT 2 ou Linksea Avenir 2 Private Equity. Vous allez tomber sur cette page-là, il n'y a pas de mystère. Et ici, il y a les fonds qui sont éligibles. Vous voyez, avec les frais et période de détention recommandée. Et les souscriptions minimum, donc 1000 euros. Ça c'est beaucoup plus facile que 75 000 euros, 75 000 dollars qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, à partir des 1000 euros, vous pouvez faire des investissements. Mais par exemple, hein, on suppose, je vais cliquer ici sur Apax, c'est une société très connue d'investissement. Il a les codes ISIN pour faire l'investissement dessus. Il va investir 90% sur des actions non cotées et 10% en liquidité. Donc, frais de sortie 5 ans pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas retirer l'argent avant les 5 ans, sinon vous allez laisser 5% du montant total comme frais. C'est pour ça que vous devez rester plus de 5 ans dessus. Si vous prenez les codes ISIN et vous collez sur Google, vous allez normalement tomber sur les sites des Quantalis. Je recommande d'aller sur les sites des Quantalis, chercher les codes ISIN de certains fonds et vous pouvez regarder la performance ici. Donc vous allez trouver la performance glissante et la performance calendaire. Donc vous avez ici la performance glissante. Allez, sur les fonds, ces fonds, il est nouveau apparemment parce qu'il a des performances sur une année, mais pas plus que ça. Allez, on va chercher un autre exemple peut-être. Hein. On va trouver quelque chose de long terme ici. Next Stage Croissance. Allez, on va jeter sur Google, on va jeter un œil. Je vais trouver au moins un fonds qui est là depuis 3 ans pour analyser la performance glissante. Donc là, je clique sur performance. Hop, là, on a un fonds de long terme. OK. Donc, performance glissante. Sur les 5 dernières années, ils ont fait une moyenne de 9,39% de rentabilité. Si on regarde année par année, vous avez 2018 avec moins 13. C'était vraiment une mauvaise année pour les marchés. 2019, 8%, 2020, moins 9%, 2021, 2%, 2022, 15%. Rien qui m'étonne ici. Donc voilà, ça c'est une façon de regarder la performance de chaque fonds de private equity. Vous avez plusieurs possibilités. Et comme Linksea a dit que les capital investment, donc les private equity, a fait de la moyenne 12%, vous pouvez les contacter par exemple et poser la question quels sont les fonds qui ont mieux performé les dernières années. Vous pouvez faire les recherches par vous-même, juste en copiant ici les codes et en collant ici. Moi, j'ai fait quelques recherches. Donc, je vais résumer un peu pour vous, mais là, la réponse n'est pas bonne comme vous voulez, j'imagine. Après avoir fait ma recherche ici,
j'ai pas trouvé un fonds qui sous-performe largement les marchés, qui a fait beaucoup mieux que les marchés. Je trouve ici certains fonds qui font 9%, 8%, 10%, mais pas quelque chose loin des ETF, pas quelque chose loin d'un bon portefeuille managé des small cap. Donc voilà, a priori, c'est que j'ai gardé, attention, on a encore une conclusion, on a beaucoup de sujets à discuter encore, on a une vingtaine de minutes ici ensemble. Mais quand j'ai commencé à aller très loin sur les sujets, j'ai senti, c'est ce que j'ai aperçu, que vraiment les bons fonds des private equity sont les fonds avec des montants de souscription plus élevés. Les fonds qu'on commence avec 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, normalement ces fonds-là, ils ont accès aux meilleures sociétés privées, ils sont les plus rentables. Les fonds qui sont sur l'assurance vie, au moins la moitié sont des fonds qui font des rentabilités intéressantes, beaucoup mieux que laisser l'argent sur les livrets A. Ils vont faire 6, 7, 8, 9, 10. Mais je n'ai pas trouvé une rentabilité ici disponible au moins chez Lynxia. Vous pouvez chercher chez vous. Évidemment que je n'ai pas cherché sur toutes les assurances vie qui existent en France. Pas pour l'instant. Et je n'ai pas trouvé vraiment une performance de 17, 18, 19% par an disponible dans une assurance vie et que ça date depuis des 10 ans au moins. Moi, je n'ai pas trouvé. Si vous trouvez ça, commentez en dessous de cette vidéo. Ça va être un plaisir de recevoir ça et analyser ça avec vous dans les futurs, dans une prochaine vidéo. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, voilà, vous pouvez chercher chez Lynxia, que ce soit Avenir 2 ou Expert 2. Et donc, attention, performance affichée. Après avoir cherché, aller sur les documents des fonds d'investissement, je n'ai pas trouvé quelque chose de très clair. Je n'ai pas trouvé un fonds de plus de 10 ans qui fait plus de 10% par an depuis 10 ans, disponible dans une assurance vie. Si vous trouvez ça, s'il vous plaît, contactez-moi. Ça va être un énorme plaisir de présenter ça pour vous et analyser les sociétés qui sont dedans, les frais, etc. Okay? Mais ce n'était pas le cas. Ah, mais Michael, pourquoi tu parles de 10% par an? C'est pas bon déjà? Oui, c'est bon, mais vous êtes au courant. L'argent reste bloqué pendant plusieurs années. Normalement, la souscription, c'est un peu plus cher. Ils vont investir un peu plus d'argent. Il faut avoir une assurance vie. Donc, il y a quelque chose, quelques inconvénients qu'il faut qu'on soit payé par ces inconvénients. Et je suis tombé sur un article qui, normalement, Boston Partners font des articles super bons, mais je suis tombé sur cet article-là en spécial, l'ancien 2020. Donc, les données affichées ici vont jusqu'à 2020, décembre 2020. Il s'appelle Microcaps, a surrogate to private equity. Donc, ça veut dire un remplaçant de private equity. Et je me suis dit, pourquoi les private equity, on voit toujours des publicités, des performances qui gagnent, etc. Mais dans la vraie vie, quand on tombe sur les vrais rapports financiers, on va sur les sites d'analyse financière, on ne voit pas cette performance qui dépasse les marchés. Donc, je suis arrivé à une petite conclusion en avance, mais je voudrais aller plus loin. En avance, je dirais que vraiment les bons fonds d'investissement private equity sont les fonds plus chers, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, je suis arrivé plutôt à cette conclusion-là. Et ensuite, j'ai trouvé un article qui dit on peut acheter des microcaps dans la bourse et faire la même chose que les private equity. Et je suis allé pour analyser ça. C'est pour ça que je vous dis, j'ai passé longtemps pour faire ces sujets de ces lives. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai trouvé en fait que la conclusion de cet article, et je vais vous montrer un peu plus en détail, c'est que l'investissement actif sur des microcaps, ça peut être si rentable que les private equity. Ça veut dire que si vous avez un compte d'investissement chez DesGiraud, chez Interactive Brokers, si vous achetez des petites sociétés américaines avec certains critères, vous pouvez faire la même rentabilité que les private equity. Ça veut dire 12, 13, 14% par an. Et les données les plus récentes montrent en fait qu'en termes de valorisation, les sociétés cotées sont environ 35% moins chères que les sociétés privées. On va analyser tout ça en détail. Donc ici, ils vont montrer, comme toujours, ils montrent en fait que 91% des principales sociétés américaines sont surveillées par des fonds d'investissement. 78% des sociétés de Russell 2000 qui sont small cap sont surveillées par des fonds.
59% des Russell Microcap sont surveillés par des fonds et des 40% des Russell Microcap qui ne sont même pas dans les Russell des 1000, donc sont vraiment les sociétés les plus petites, seulement 40% sont surveillés par des fonds d'investissement. Donc ça montre déjà, comme toujours, la tendance d'avoir un potentiel plus élevé des petites sociétés parce qu'elles sont moins surveillées par des analystes, par les marchés, par les news, etc. Combien d'analystes analysent chaque société dans la moyenne? Par exemple, si la société est parmi les 1000 plus importantes des États-Unis, chaque société a dans la moyenne 17 analystes qui la regardent normalement au moins une fois par semaine. Sur les Russell des 1000, chaque société a dans la moyenne 5 analystes qui les regardent. Sur les Russell Microcap, donc les plus petites du Russell des 1000, on a 3 analystes par société en moyenne. Et si on regarde les plus petites sociétés de marché américain qui ne sont même pas dans les Russell 2000, on va trouver dans la moyenne des analystes par société. Okay? Bon, ici, j'ai juste vérifié si tout se passe bien avec la vidéo parce que j'ai reçu une notification de connexion. Oui, normalement tout se passe bien. Ici, vous avez les montants d'argent investis par des particuliers dans les fonds private equity aux États-Unis. Et vous voyez que depuis plusieurs années, en fait, il y a des gens qui vont réaliser la vente des parties qu'ils avaient des fonds d'investissement private equity. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui sort des fonds que d'argent qui rentre dans les fonds. Et la raison expliquée par l'article, c'est que depuis 2004, depuis 2005, c'est beaucoup moins cher faire des investissements avec un courtier. Peut-être vous êtes nouveau dans la bourse, mais moi, par exemple, quand j'ai commencé en 2011 au Brésil, c'était déjà les terres. Surtout, c'était horrible parce que c'est un pays sous-développé. Donc, aussi, il y a moins de courtiers. Les courtiers ne fonctionnaient pas très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés brésiliens, au moins les courtiers, etc., sont beaucoup mieux que la France. Mais à l'époque, c'était horrible. Pour acheter une action, c'était horrible. Il fallait avoir un compte à l'étranger, etc. Et avec les nouveaux courtiers, des Géros qui avaient des frais gratuits depuis plusieurs années. Ok, maintenant ils ont augmenté les frais, mais Interactive Brokers qui est sur les marchés, ça commençait à démocratiser la bourse. Donc ça veut dire, avec la bourse à disponibilité, la majorité des particuliers aux États-Unis, qui c'est un pays très habitué à faire des investissements, hein, la moitié des foyers américains ont des investissements sur des actions ou sur des private equity ou des fonds de pension. Aux États-Unis, la tendance, c'est de retirer l'argent sur les private equity, justement à cause de ça que je viens d'expliquer. Et maintenant, on va analyser la valorisation des sociétés de private equity aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais en fait vous expliquer les ratios verts. C'est les equity divisé par les EBITDA. Je vais résumer ici, hein, sinon on a besoin d'un autre live juste pour expliquer ces ratios-là parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de nuances. Donc pour ceux qui ont un niveau plus avancé, je m'excuse, mais j'ai besoin d'expliquer ça de manière résumée pour les plus débutants ou les intermédiaires. Ces ratios, c'est la division, okay, entre la vraie valeur de la société, combien elle possède d'actifs, okay? Ce sont les actifs moins les passifs, ça donne les equity, ce sont les capitaux propres. Donc combien la société elle vaut avec ses actifs, divisé par sa capacité de générer du EBITDA par 1, sa capacité de générer du chiffre d'affaires par 1. Mais ces chiffres d'affaires, on va enlever ce qu'on a dépensé avec les fournisseurs, matières premières, etc. Donc on va enlever ces premiers coûts et on arrive sur l'EBITDA. Donc ces ratios vont montrer combien de fois, combien d'années on serait remboursé théoriquement si on fait un investissement sur cette société. Après combien de temps on serait remboursé si cette société continue à générer les mêmes niveaux de croissance par 1. Donc par exemple en 2020, c'était la moyenne 14,6. Ça veut dire qu'en faisant un achat d'une petite société de marché, une société privée, on allait dépenser théoriquement 14 ans pour reprendre, pour recevoir l'argent investi. Évidemment que dans ces ratios théoriques, on ne considère pas la croissance. Et la croissance, c'est déjà la base d'une petite société. Donc, ces 14 ans-là pouvaient tomber à 6, 7. Mais vous avez bien compris. C'est théoriquement combien de temps on dépense pour recevoir l'argent investi. Okay? Et ici, vous avez
depuis les années 2000, un graphique qui résume ça. Donc, en Europe et aux États-Unis. Donc, en 2022, c'était 11,9%. 11,9 fois. Donc, ça veut dire c'est les temps théoriques qui peuvent être remboursés de l'investissement. 11,9. Et en Europe, 10,7. Sauf que si on regarde les micro-caps cotées en bourse, elles sont moins chères. Donc, si on achète une société qui est cotée en bourse, qui on a la liquidité, on peut retirer l'argent quand on veut. On a un rapport financier à analyser. Tous les 3 mois, on a un rapport financier qui doit être partagé publiquement. Des sociétés qui sont suivies par certains analystes. Ces types de sociétés qui sont beaucoup plus transparentes, on peut avoir en fait un investissement beaucoup plus intéressant en termes de valorisation car elles sont 30% moins chères que les sociétés de private equity. Donc ici, c'est un comparatif des valorisations des sociétés qui ne sont pas cotées par rapport aux sociétés cotées. Et ici, vous avez la performance de l'année 2000 jusqu'à 2020 de l'indice private equity par rapport aux micro-caps des États-Unis. Okay? Les sociétés, normalement micro-cap aux États-Unis, ils vont choisir les 10% des sociétés de marché entier qui sont les plus petites. Okay? Et il y a dans les comparatifs l'S&P 500 également. Donc vous voyez ici que la performance des private equity et des micro-cap américaines ont donné la même chose. Ils ont fait environ 700% des rentabilités contre environ des 150% de S&P 500. À gauche, c'est écrit. Désolé, il y a beaucoup de choses en anglais ici, mais 90% des choses que vous trouvez récentes par rapport aux sujets private equity, c'est écrit en anglais. C'est la langue universelle de la finance aussi. Donc, en 2020, les sociétés private equity avaient aussi une dette plus élevée, de 6,7 la valeur des richesses générées par 1 contre 4,3 fois des sociétés micro-caps cotées. Donc, ça montrait aussi que les sociétés micro-caps cotées sont aussi moins endettées. Et pourquoi? Parce que normalement, les sociétés de private equity, les sociétés privées vont recevoir de l'argent de la part des investisseurs ou vont faire des emprunts dans les banques, justement pour essayer d'accélérer la croissance des petites sociétés. Et on a vu aussi, évidemment, j'ai partagé dans une image précédente, que la valorisation des sociétés micro-caps est environ 35% moins élevée que la valorisation des private equity. Il y a une chose intéressante à analyser. Vous voyez qu'en fait, la moyenne des sociétés privées, des private equity aux États-Unis, la courbe en bleu, elle a fait une montée intéressante, presque en ligne droite ici. Les problèmes, c'est que pour avoir ça, cet indice, c'est un mélange de plusieurs sociétés non cotées. Donc, pour avoir ça, on a besoin d'acheter beaucoup de sociétés ou beaucoup de fonds qui font les private equity. Parce que certains fonds sont bons, les autres ne sont pas bons. Et donc, il faut avoir une belle diversification pour avoir ça. Quand même, était super rentable. Et les micro-caps étaient aussi hyper rentables. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus sur les micro-caps? La volatilité. C'est quoi la volatilité? C'est cette montagne russe que vous avez ici. Donc, vous voyez qu'il est beaucoup plus volatile les micro-caps. Ça bouge, ça tombe énormément pendant les baisses de marché, pendant les crises. Ça monte plus rapidement pendant les périodes haussières, mais pour arriver sur les mêmes points sur les longs termes. Donc ici, il y a une chose intéressante. Si vous avez un horizon de court terme, même les micro-caps, ce n'est pas un bon investissement parce que ça peut tomber justement à l'année que vous allez retirer de l'argent. Mais si vous avez une période de hyper long terme, même s'il y a une petite baisse, vous êtes largement plus rentable que la moyenne de marché, qui c'est l'S&P 500 qui est ici en bas. Les baisses peuvent être regardées aussi comme un bon point d'investissement. On peut renforcer les bons actifs, chose qui c'est presque impossible avec les private equity, parce que justement, dans les private equity, on investit sur un fonds. On peut juste renforcer l'argent qu'on envoie sur les fonds, mais on n'est pas sûr qu'ils vont choisir vraiment les meilleures sociétés privées pour renforcer pendant une période de crise ou pendant une période que les sociétés méritent un peu plus d'argent pour se développer et battre les concurrents. À la conclusion de cet article, on a les données suggèrent que pour ceux qui ne peuvent pas accéder au top quartile de private equity, donc pour ceux qui ne peuvent pas toucher les meilleurs fonds private equity, au moins les top 20% de marché, les investisseurs axés sur les micro-capitalisations avec les stratégies value, ça veut dire les sociétés moins valorisées,
peuvent remplacer de manière satisfaisante les private equity. Donc la conclusion est la suivante. Si vous n'avez pas 75 000 euros pour entrer dans les meilleurs fonds, si vous ne pouvez pas accéder aux meilleurs fonds de marché, si vous voulez donc avoir la même rentabilité plus élevée, mais avec des risques élevés aussi, parce que ce sont des petites sociétés, vous devez choisir des petites sociétés micro-cap avec une stratégie value. Donc, ça veut dire que vous devez apprendre à investir aussi. Il y a une grosse différence avec les fonds private equity, vous déléguez l'investissement. Maintenant, il est en train de dire, vous pouvez faire la même chose si vous choisissez bien vos petites actions. Mais le problème, c'est que les investisseurs, au moins la majorité, ne savent pas comment les choisir. Ils n'ont pas une stratégie à suivre. Donc ça, c'est une problématique des plus. Si vous êtes prêt à apprendre, à étudier, etc., donc ça peut être le cas. Vous pouvez toucher les 12, 13, 14% par an sur les longs termes. J'ai arrêté de parler 14% parce que vraiment ça montre qu'à long terme, c'est la rentabilité, on va dire, max que vous pouvez faire avec une stratégie bien diversifiée, pas trop risquée, avec un marché, avec un portefeuille small, mid cap. Okay? Ici, il y a quelques noms des sociétés de private equity que vous pouvez chercher sur Linksys Spirit 2, mais il y a aussi les fonds Apax qui est disponible sur Avenir 2. Donc voilà une liste des fonds que vous pouvez jeter un œil. Et la conclusion. Les meilleurs fonds ont un prix d'entrée élevé. Donc c'est les prix des souscriptions. Ce qui limite la majorité des particuliers. Malheureusement, ça semble que c'est plus facile d'investir pour ceux qui ont plus d'argent. Donc, ceux qui ont soit 50 000, 75 000 disponibles, une centaine, 100 000 euros, 1 million d'euros disponibles, ils vont trouver des fonds qui normalement sont plus performants. Okay? Investir sur des sociétés cotées de private equity n'est pas la solution idéale, mais il y a des opportunités dessus. Comme vous avez vu, il y a quelques sociétés cotées de private equity qui ont une performance beaucoup mieux que l'S&P 500 sur les dernières années. Dans les futurs, ils vont continuer à battre l'S&P 500, aucune idée. Mais si elles continuent à faire des bons investissements sur des sociétés privées, rien n'empêche de continuer avec une belle performance. Donc, c'est une méthode indirecte d'investir sur les private equity. Si vous ne pouvez pas accéder au top 25% des fonds, vous pouvez avoir les mêmes niveaux de rentabilité avec une stratégie micro et small cap value. Mais cela demande un management actif, donc vous devez apprendre à investir sur un portefeuille actif. Vous devez investir par soi-même, choisir les sociétés. Ou sinon, ça demande, vous avez besoin juste de suivre notre portefeuille, recevoir des recommandations, etc. Mais c'est un gros changement. On parlait d'investissement soit en fonds, c'est quelque chose de passif, on délègue. Et là, pour faire la même chose, dans la bourse, vous avez besoin de connaissances, de suivre une stratégie et donc ça va vous demander de l'apprentissage. Comme tout dans la vie, tout ce qu'on ne comprend pas ou on pense que c'est difficile, c'est parce qu'on n'a jamais étudié, on n'a jamais allé quelques minutes ou quelques heures dessus. Une fois que vous avez les niveaux de l'apprentissage, vous pouvez les faire. Voilà, ça c'était l'analyse des private equity. On a vu comment ça fonctionne, les fonctionnements. Qu'est-ce que c'est les private equity? On a analysé les 3 types d'achats qu'on peut réaliser pour investir dans les private equity. Les fonds d'investissement, c'est les plus classiques. L'ETF, on a une disponible dans les marchés pour faire ça. Et aussi l'investissement avec des sociétés cotées. On a vu que parmi les fonds d'investissement, les meilleurs sont ceux qui sont plus chers. Normalement, ils sont dédiés à recevoir un peu plus d'argent et avoir moins de clients. Sinon, dans les assurances vie, il y a des fonds qui font des bonnes performances, 7, 8, 9, 10% par an, mais avec un argent qui reste illiquide, sans pouvoir analyser chaque société achetée. Je ne vois pas trop d'avantages de recevoir 8 ou 9% par an avec un fonds qui a des frais élevés. Et donc, si vous voulez avoir les mêmes niveaux de rentabilité sur le long terme, un bon portefeuille micro et small cap value peut faire les boulots, mais ça demande un management actif. Je pense que c'est tout. N'oubliez pas que dans la description de la vidéo, vous avez les liens les plus utiles. Vous avez mon Instagram, mon WhatsApp, mon Telegram, bref, mon lien de la formation d'investissement de long terme et aussi accès à mon portefeuille small cap américaine et société à dividendes PEA. Maintenant, je vais voir les chats, voir si vous avez des questions.
Je vais actualiser les chats puisqu'on a un petit délai de 15 secondes normalement. Luc, je trouve que les frais sont excessifs. Luc, ça dépend, tu sais. Parfois, on dit, ah, tel fonds, il a des frais très élevés. Mais bah, si les fonds, il fait 16% par un et les frais sont de 2 ou 3%, même avec les frais, ils vont arriver à battre les marchés largement. Les problèmes, c'est frais élevés et performance qui n'est pas au rendez-vous. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de fonds. Mika, 10% sur des micro-caps serait intéressant sur un portefeuille sur le long terme. Mika, rien n'empêche d'avoir un portefeuille, par exemple, micro, small, mid-cap. Par exemple, l'investisseur le plus important de l'histoire de la France avec la meilleure rentabilité, William Higgins, il fait 13,3% par an depuis 1993. Son fonds, il n'est pas seulement small cap, c'est mid small cap. Il y a une vingtaine, 20%, 25% des sociétés qui sont mid. Il y a des fonds qui sont spécialistes sur les micro cap, donc ils vont risquer un peu plus pour toucher les 14, les 15%. Je pense en fait que tu ne dois pas te limiter euh, à la taille de la société, dire je vais voir 90% small cap, 10% micro cap. Je pense qu'au fur et à mesure que tu analyses les sociétés et tu vois qu'une micro cap c'est une bonne affaire, pourquoi pas ajouter 2 ou 3 dans ton portefeuille parmi les 10, 12 qui tu as déjà des small cap par exemple. Donc, si tu limites en termes de pourcentage, je pense que tu vas parfois t'empêcher d'investir sur certaines opportunités de marché. Je ne sais pas si ta question c'était exactement ça ou pas, mais voilà. Loïc, les micro-caps sont des sociétés avec une capitalisation inférieure à 1 million d'euros. Loïc, non. Les micro-caps, d'après la définition américaine, il y a deux définitions. La définition du SP500, en fait du S&P, c'est la société qui a créé l'indice SP500, et là la définition de la bourse Nasdaq aux États-Unis. D'après la bourse des Nasdaq, la dernière fois que j'ai regardé, si je ne me trompe pas, ils vont sélectionner les sociétés qui pèsent moins de 300 millions de dollars. Okay? Donc des 1 million à 300 millions, ils vont appeler ça des micro-caps. D'après SP500, ils vont prendre les 10% des sociétés les plus petites du marché américain. Donc ça veut dire que la valorisation, les prix, ça va bouger. Parfois ça c'est 200 millions, parfois ça c'est 600 millions, ça dépend de l'époque et de la période de marché des sociétés cotées. Mais non, micro-cap, c'est pas si petit que ça. Hein. Micro-cap, c'est bizarre ça, mais ce sont des sociétés qui vaut 50 millions, 30 millions, 100 millions, 150 millions. C'est pas la boulangerie du coin, et c'est pas la station de service cotée. Hein. Ce sont vraiment des sociétés qui pour nous sont des géantes, parce que je sais pas vous, hein, mais c'est pas, j'ai pas 150 millions d'euros. Hein. Et du coup, ce sont des sociétés qui sont importantes, des tailles importantes, des sociétés qui vaut beaucoup, mais par rapport à Microsoft, par rapport à Google, par rapport à Tesla, par rapport à Amazon, ce sont des micro-sociétés. Okay? Parce qu'imagine, on peut avoir des sociétés dans la bourse qui vaut des 1000 milliards. C'est le cas de quelques sociétés géantes, Apple, Microsoft, Google, etc. Donc un micro-cap, c'est pas si petit non plus. Et les fonds BPI, avant que j'oublie, hein, j'ai dit que je n'allais pas oublier, notre collègue avait posé cette question. Les fonds BPI en France, il a été créé, c'est la banque d'investissement privé en France, elle a été créée pour investir sur des sociétés privées françaises. Et donc des investisseurs peuvent faire des investissements, vous pouvez entrer sur leur site BPI France et vous pouvez faire des investissements dessus ces fonds qui a annoncé des rentabilités prévues à long terme entre 5 et 7%. À mon avis, vous pouvez faire beaucoup plus simple avec un ETF qui fait une rentabilité entre 5 et 7% par an sans avoir besoin d'avoir l'argent illiquide bloqué pendant certaines périodes. Donc, vous devez toujours réfléchir par rapport aux risques et les potentiels. Pour avoir un potentiel plus élevé, c'est sûr qu'il faut prendre un risque plus élevé.
Donc, pourquoi prendre un risque de laisser l'argent clôturé dans un fonds qui va chercher 5 à 7% par an si vous pouvez faire ça simplement avec une stratégie ETF, une stratégie à dividende, une stratégie small cap, une stratégie leader de marché. Donc, pour justifier l'argent illiquide, l'horizon de hyper long terme, l'argent bloqué, vous devez chercher des rentabilités plus élevées. Si ça ne vous paye pas une rentabilité plus élevée, ça veut dire que vous augmentez les risques pour ne pas gagner assez. OK? Donc actuellement, si je comprends bien, Michael, la solution la plus accessible et plus passive pour un particulier modeste, c'est de détenir un fonds d'investissement avec une assurance vie Linksea. Exactement, mon ami. Question très complète et précise. Pour un particulier modeste, parce que c'est quelqu'un qui ne possède pas 50 000 ou 75 000 pour investir. Donc les assurances vie, c'est la façon la plus facile de manière passive. Si vous voulez investir de manière active, vous pouvez acheter les sociétés cotées qui font du private equity, comme j'ai montré à la présentation, ou sinon bâtir un portefeuille de micro-cap en achetant les sociétés par vous-même ou en suivant un portefeuille. OK? Et comme tu as complété ta question, tu peux acheter par exemple un fonds small cap comme celui de William Higgins, small cap française. Ça, c'est une solution pour investir sur des petites sociétés françaises. Et d'autre côté, tu peux aller sur les assurances vie pour diversifier un peu plus sur des fonds private equity qui sont là-bas, qui donnent des rentabilités de 7, 8, 9% sur les long termes. Ça, c'est la meilleure manière passive. Et comme j'ai dit, activement, tu as des possibilités. Acheter des sociétés géantes cotées dans la bourse qui font des investissements sur des sociétés privées ou sinon bâtir un portefeuille vraiment des micro-caps. Non, mon ami, malheureusement, les fonds BPI, il y a beaucoup de publicité dessus et moins de rentabilité qui est prévu. Mais je comprends bien. C'est un fonds créé par l'État français. Ce n'est pas un fonds a priori qui va se permettre de prendre beaucoup de risques. Vous avez déjà imaginé dans les news du marché, les sites des finances en train de dire que BPI France a fait une rentabilité de moins 40% sur certaines années. Les gouvernements ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, malheureusement, ils ne vont pas être trop risqués du point de vue d'investissement, mais quand même, ils vont remporter une rentabilité qui est un peu plus élevée que les livrets A, etc. Donc, quand même, ça bat l'inflation. Donc, du point de vue d'investissement, ça, c'est positif. Mais ce n'est pas quelque chose qui vaut la peine par rapport aux autres possibilités que vous avez. OK? Mes amis investisseurs, je vous remercie d'être là avec moi pendant 1 heure et quelques en train de regarder un contenu dense, un contenu que ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour regarder. Ça me fait énormément plaisir et vous aidez énormément mon travail si vous partagez les liens de cette vidéo avec une personne, avec un ami, avec quelqu'un de votre famille. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube comprend que la vidéo est utile pour tout le monde. Okay? Je vous remercie de faire ça. Et si vous avez des questions après la fin de ces lives, il suffit de poser une question dans la partie des commentaires en dessous de cette vidéo. On se voit mardi prochain sur une nouvelle vidéo. À plus!